Donc, bienvenue à cette première activité artistique collective dans le cadre de mon projet artistique Domaine La Sapinière. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous un apéro, poésie, chez moi à Val-David, dans le jardin attenant à mon atelier galerie. Les amis poètes qui ont accepté de se joindre à moi sont Carole Forget, Yolande Villemer, Mingan Lepage et Gilles Matte. Mais il y a un poète, hélas, qui n'est pas avec nous car il nous a quittés il y a un an. Quand je me suis installé de façon permanente à Val-David en 2017, c'est lui, Claude Beausoleil, qui m'a rapidement interpellé en me suggérant l'idée d'organiser des lectures de poésie dans les ateliers d'artistes d'ici, à Val-David. Alors évidemment, je lui dédie cette première rencontre poétique dans un atelier d'artistes, donc attenant à mon atelier. Voici deux petits textes de Claude qui, d'une certaine façon, va être avec nous. Le premier, liminaire, tiré du Grand Hôtel des étrangers. Il nous faut témoigner avec grandeur de notre perte, partir sur les chemins du monde, laissant des traces sans retour, là dans le noir brûlé des choses. Malgré la blancheur qui nous habite, aller au loin dans les mots charcutés. Les sons rauques et les mixtures du néant, il nous faut prévoir tout nommer. Tout reprendre des mémoires où s'écroulent nos âmes. En renaissance, au poudroiement léger, entre les sentiments et les cités. Départager les cimes liées aux métaux d'urgence par l'exacte beauté des meurtrissures. Quand la lumière cristalline défenestre l'horizon, diffusant les espoirs d'un chant, d'un si calme chant si dense, redevenu inimaginable, sachant qu'il nous faudra tout perdre, découvrir des gouffres, rêver sans illusion, mais sans se taire. Aller au loin, aller, écrire, vivre et aimer. Dans le désir infini du visage du temps. Et ce tout petit poème que Manon a diffusé sur les réseaux sociaux du centre d'exposition, il y a dans tes yeux la question ancienne de la trace à créer sur les sentiers du vent. Donc, c'est dans le cadre du projet Domaine La Sapinière qu'on est ici aussi. Juste vous rappeler rapidement, il y en a qui ont eu la chance de le visiter, d'autres qui vont se permettre de le faire là, cet été. Le domaine de la Sapinière, le projet, c'est une réponse artistique à la disparition et l'effacement d'un paysage, le site touristique de l'hôtel de la Sapinière de Val-David, qui est fermé depuis 2013. 85 ans après son ouverture en juin 1936 par Léonidas Dufresne, entrepreneur et premier maire de Val-David, c'est important de le rappeler, premier maire de Val-David, ce projet tente d'insuffler une renaissance virtuelle de ce lieu iconique en déployant son double dans le paysage. C'est en quelque sorte la tentative de reconstruire un rêve, ou en tout cas d'ajouter au rêve que les Dufresne ont fait avec ce lieu, mais par le biais de l'art. Donc le projet se déploie entre la réalité et la fiction, entre l'histoire vraie et les impressions, entre les images matérielles issues de techniques anciennes et les images numériques. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé donc d'ouvrir mon atelier pour présenter les œuvres cette année. Il y a un site internet aussi. Il va y avoir aussi des conférences qui vont venir dans les prochaines semaines. Cette première donc, activité va donc se dérouler aujourd'hui. Les activités qui vont venir dans les prochaines semaines, c'est des conférences avec Stéphane Bertrand, Carole Forget, Manon Régimbal et Sylvain Campeau. Je vous présenterai maintenant les poètes. J'ai donné aux poètes quelques mots pour faire la sélection de leurs poèmes en fonction du projet. Je vous les lance, mais ça va être très général quand même, mais c'est pour inspirer. Donc, le mot trace, disparition, songe, lieu, paysage, architecture, récit, mémoire. Donc, j'inviterai pour commencer Carole Forget. Je vous la présente. Carole a été conçue tout près d'ici, à Sainte-Agathe-des-Monts.
il y a quand même deux autres poètes importants qui sont issus de Sainte-Agathe-des-Monts, Gaston Miron et Jean-Yves Collerette. Colette. Donc, mais Carole, elle est née quelques mois plus tard à Saint-Jérôme. Elle est citadine pour toujours maintenant. Elle passe quand même une partie de ses étés avec moi ici à Val-David, et ce, malgré la froidure qui parfois nous surprend. La poésie de Carole est portée par sa passion de la découverte des lieux, l'architecture, les traces et les couches laissées par la présence des humains. Elle va aujourd'hui nous lire quelques extraits de son prochain livre, Langue d'arrivée. Carole. Alors, je vais vous lire des extraits d'un livre que je viens de terminer. En fait, je pense que je viens de le terminer. Un livre, c'est jamais terminé, mais là, aujourd'hui, j'affirme qu'il est terminé. Le titre du livre, Langue d'arrivée, carnet des lieux de la langue de l'Orient. Langue d'arrivée fait suite à mon livre de poésie qui a été publié en 2018 qui s'intitule Langue de départ. Et Langue d'arrivée a été écrit à partir de notes que j'ai écrites quand j'écrivais Langue de départ. Langue de départ était vraiment un recueil de poèmes. Alors ici, il s'agit de prose, de carnets. Pour la commodité des genres littéraires, j'appelle ça des carnets. Alors après ça, les éditeurs pourront reclasser s'ils le veulent. Donc j'ai choisi des extraits qui faisaient résonance à ce que aux mots que Michel vient de nous donner. Des années bien emboîtées les unes dans les autres. Des années qui ne peuvent m'être soustraites. Je suis tout cela en même temps. Je parle avec toutes ces années dans la bouche. Défaire mes boîtes représente un besoin d'avenir. En elle est préservée une force qui me soulève, là abondent les exhortations. Je me rallie au philosophe qui recompose toute continuité et qui a un bel avenir derrière lui, mais c'est parce qu'il a devant lui un vaste passé. Ces temps m'appartiennent, je n'ai pas à aller à leur connaissance et à leur entendement comme ceux de la grande histoire. Ils forment ma part d'intensité, ils exposent une grandeur, un élargissement, renforcent le plausible, le potentiel des jours. Me disent, je peux faire cela. Cependant, leur réclusion, leur imperceptibilité, le statut historique de mon histoire. J'avance au devant ou derrière, toujours dénudé d'elle. Ce que je suis hors de ce que mon récit peut faire résonner, son invisibilité ne fait que conjecturer ce que j'ai à écrire. Les temps peuvent s'ouvrir, demeurent susceptibles de se décloisonner. Des données ou une charge compacte qui cherche son espace. Est-ce par une seule temporalité que je respire, par ma seule époque? Comment m'imprégner des multiples strates temporelles qui tiennent les lieux où je tente mes avancées? Un effort continu pour tenter ce saisissement, une intention et une attention inlassables afin que ne se dérobe pas cette densité. Mais tout l'autour, toute parole aujourd'hui me soustrait de sa profusion. Mon Amérique, façonnée par un lent dépôt de mots tue. Par quelle retrouvaille avec ceux-ci puis-je perdre ce qui s'appellerait une condition et une destinée? Par quelle observation puis-je éprouver un autre temps qui a pris racine hors de mon parcours? L'irréversibilité, certes, on ne défait rien. Mais c'est sans compter sur l'esprit qui pressent, sans compter sur la matière qui engrange et qui reste, et sur laquelle la pensée peut aussi s'appuyer. Ne pas conclure que tout succède à tout, ni à l'arrogance systématique de la substitution. Aller vers ce que je peux encore avoir sous les yeux, mon premier mobile. Y aller par les trois dimensions qui réalisent les temps, qui me poussent vers d'autres corps de concrétion, formes solides qui m'accompagnent. Ce que la terre porte de siècles et la nécessité de leur manifestation devant moi. Un foisonnement de leur attestation, des pierres pour assertion. Rencontrer un bâtiment émissaire de plusieurs époques comme on arrive à la hauteur d'un homme dont la figure énigmatique mais tournée vers la mienne me confirme que rien n'est interrompu. Les temps amassés là en lui devant moi. Il n'y a pas de vestiges, il n'y a que le partage des temps, il n'y a que nos participations.
Il n'y a pas d'époque qui ne m'intègre pas. Toute l'histoire me touche et me regarde. Toute trace est ma trace, est mon ombre. J'ai cherché à me cogner le front. Voilà de quoi est fait le monde. Les fouilles interrogatives qui font quitter la maison, et à ce stade déjà, on ne lit plus, se résumeraient au bonheur de la matière. Et en faire mention, c'est reprendre des explications à partir du début, c'est d'aller directement au point où il n'y a pas de formulation et qui n'exige rien, même pas de comprendre, sinon d'être arrivé à l'interruption de la parole. Être dans un lieu qui s'est élaboré par des dépôts provoquant d'autres gloses que les miennes est le bonheur de réaliser que l'espace échappe au langage. Ce bonheur se pense comme un rajustement du corps à son air. Parce que d'emblée, je me pensais divisée en exclusion, comme s'il n'y avait que la substance du corps, inaccompagnée. Mon corps, cette image qui m'échappera toujours. C'est une épaisseur et sa contenance que j'ai souhaité rencontrer, et c'est monumental pour la suite. Dès le départ, il y a eu cette volonté de ne rien écrire, de ne rien ressasser de mes tête-à-tête avec ces lieux où se rencontrent les structures échafaudées depuis longtemps. De rester là, debout, assise ou mobile, me mouvant entre l'architecture, par l'architecture, dans ces géométries temporelles. Il n'y a pas d'abord un récit, mais une esthétique, que du lisse ou du rugueux, du gris ou du chatoyant, qui ne porte plus un mur, mais une éminence dans toute son hésitation à faire partie de notre durée. Il y a eu cette nécessité de me frôler aux textures, érigées en preuve, confirmant qu'un silence encore inconnu m'échappe. Des formes uniques mettant à l'épreuve ce que j'ai lu, ou le prouvant, l'animant en sourdine. Il s'agissait de les rencontrer par leur volume et leur profondeur, de les fréquenter sur le même sol que le mien. Les temps sont soudains. Ils ne se manifestent pas d'abord par une narration, mais par des murs à fréquenter lentement. Tout bilan se prend à la même racine que balance. Peser, sous-peser, vérifier ce qui fait le poids au terme d'une vie, d'une époque. Ce qui s'éteindra, ce qui sera retenu, ce qui sera exposé à même mon nom. On dira aussi dresser un bilan, ce qui invite à faire une liste, et j'y vois une échelle pour l'ardeur. Une part d'émoi qui se hisserait en haut de toute énumération improbable. Bilan. Mes tentatives de déséquilibrer cette mesure qui ne considère pas le bouleversement ni la présence, mais le nombre et la compilation. Le lieu ne garde-t-il rien de ce qui a pourtant eu lieu? L'être s'oublie-t-il instant après instant? Est-ce à moi seul, de me souvenir? Omphalos, haut lieu, Genius loci, Delphes et ses oiseaux, le point de croisement de leur vol tel un début de toute poésie. Et je me croyais d'un autre siècle. L'idée que la terre suffirait en lieu et place de la parole fait partir et épuise. Elle reprend force et je retourne aux livres. Et qui donc à l'oreille nous parle encore du lieu vrai? Ce qui est conservé dans les boîtes, des notes, des révélations sur des feuilles repliées. Même immobile, même chez moi et résidente, chercher mon trajet. Écrire, compiler, baliser dans l'impermanence de ce qui peut être retenu entre des murs, où je me poste, et pas d'autres murs et pas n'importe quel. Questionner par des photographies ce qui a été un logis, mais qu'est-ce qu'un logis et éphémère? Ouvrir les boîtes. Des carnets, des fragments, mais aucun double de vie. C'est là véritablement et uniquement que je me suis arrêtée. L'écrit est le rond-point du rassemblement. L'être arrivé, posé là. La langue est un mythe qui précède la langue, mais c'est toujours de sol à quoi j'aspire. La beauté, ce vieux moteur, réveille invariablement un appel douloureux. Au fond, elle seule inciterait à tout quitter. Elle demeure le mot qui ne se dit pas, le dessein secret, la cicatrice qui reste. La beauté qu'est-elle sinon davantage qu'un tourment informulé,
une question qui s'est forgée assidûment, lentement. De quel supplément de substance, de quel ornement, de socle, de parois, d'objets et de courbes entrelacées les êtres s'accompagnent-ils? Quelle configuration ajoutent-ils au jour et qui les abrite? Défaire mes boîtes. Image d'un logis levé au milieu de la superposition des siècles, un quartier déjà pour réponse. C'est bien la terrasse, le paysage qui s'étendait devant le logis où mon regard reste figé parce que tant de livres m'ont fait attendre. La pierre, la chair, une porosité commune. Le passé m'a toujours manqué, pas le mien, celui d'une humanité à rendre visible. La beauté est toujours allée de pair pour moi avec les temps manquants. La chercheuse, l'assoiffée, la visiteuse, au logis dilaté en permanence. Quel statut dorénavant? Dirait-on à l'hôtel où personne ne loge plus à demeure? Dans cette transparence, par ces larges portes aux murs faits de fenêtres, au seuil où l'on ne finit pas d'entrer, une ouverture qui m'incline à mon propre essor. Être arrêté et aller vers, simultanément. Il ne s'agit pas d'un relais, pas d'une étape à l'écart, ni d'un bloc prenable, démontable, que l'on pourrait placer plus avant ou plus loin, mettre en exergue, comme des vacances entre parenthèses dans le carnet. Mais un aboutissement. J'entre dans l'acceptation de l'espace non résolu. Dirait-on à l'hôtel, la plus belle des synecdoques pour une résidence que j'ai très peu fréquentée. Une sentence choisie ou une sédition rêvée qui me permet de tout conserver de ce qui a eu lieu, de m'asseoir en poursuivant le trajet. Je n'ai rien, ne possède de rien que cet endroit, sa largesse. D'aujourd'hui, ce promontoire, déclarer mon être de passage, alors que les lieux, eux, resteront. Faire un arrêt à ce mot « hôtel » en raison de son hôte. Cet hôte qui instaure une ambiguïté continuelle sur le statut de la personne qu'il nomme, annonçant à la fois celle qui y habite et celle qui y est de passage. Un seul mot pour désigner deux rôles en étroite relation, interdépendants, toutes prérogatives s'effaçant l'un pour l'autre. L'hôte, donc, puisque l'accueilli et l'accueillant sont ensemble susceptibles de répondre à l'appel. Qui est l'autre? Celui qui est arrivé sur place en dernier pour connaître et mieux se reconnaître, ou celui qui, déjà sur place, y reste dans une permanence où se joue une gestuelle entendue, de rituels implantés et émanant de la consistance des années. Choisir l'hôtel, donc, puisque l'on ne s'entend pas sur la personne qui y est chez soi. Les temps qui manquent ne sont peut-être que ceux qui surgissent du cœur écrit de la langue, qui continuent de se faire entendre et font de moi leur réceptacle, me plaçant à l'axe de leur voix. Les mains posées sur ces pages comme autant de murs porteurs, je vis avec et par elles afin de perdre cette crainte de n'être plus qu'une seule histoire. Éprise de certaines paroles et amoureuse de leur course obstinée et invieillie, je me laisse traverser par la totalité monde de glissants, parce que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu. Je suis la compagne de risque d'Henri le navigateur qui, se tenant debout devant le delta lisboète, défiait le néant dans lequel aucun curieux n'a encore chuté. Je vais aux côtés de Goethe, pris de vertige au détroit de Messine, où l'on ne peut que devenir prolixe comme lui. Je poursuis l'ombre envahissante de Rome sur Freud, vaincu, qui avouait qu'on n'arrive à rien au milieu de cette beauté divine paralysante. Je comprends Saint John Perse qui refuse de retourner à Pointe-à-Pitre sous prétexte que d'un pays futur on peut aussi se souvenir. Et pour devenir cet être ponctué d'heures qui, en certaines régions, s'écoule plus lentement,
J'écoute une voix impératrice et comme elle, j'aime à m'étendre auprès des morts pour prendre ma mesure. Merci. Donc, notre prochain poète, Mingan Lepage. Mingan partageait son temps entre la Thaïlande et le Québec depuis plusieurs années. Nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi il a changé d'idée. Qu'est-ce qu'il fait à Val-David? Non, c'est pas vrai. Mais disons que les Laurentides auront su s'imposer de façon monumentale dans sa vie. Et oui, Mingan est depuis presque un an à construire sa maison à 2 pas de Val-David, sur la première rue de Valmorin. J'ai beaucoup aimé son recueil de poésie Relief. Et aujourd'hui, il va nous lire des extraits de son prochain livre, Peuplement, apparaître en septembre aux éditions Leméac, qui, je pense, reprennent certaines thématiques liées à Relief, donc, qu'il nous avait offert il y a plusieurs années, et qui avait remporté le prix Ménéligan quand même. Bravo. Donc, Mingan. Bon, ben voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans cette position-là. D'habitude, j'étais soit en Thaïlande, soit au BMR. Ça me fait quand même un peu drôle, mais je vais me réchauffer. Donc, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait de la poésie, mais c'est un chant quand même. J'aime le mot chant. J'utilise le mot chant. C'est un récit, mais c'est un chant. Et c'est Peuplement qui va paraître début septembre chez Leméac. Et c'est écrit, on pourrait dire que c'est une sorte d'épopée hippie. C'est mes origines hippie, c'est-à-dire que sur le rang, dans le fond de la Gaspésie où j'ai grandi, il y avait une commune, c'est pour ça que j'ai un drôle de nom, je m'appelle Maïgan, drôle de prénom, on me demande toujours d'où ça vient. Maïgan, ma sœur s'appelle Savoyane, mes meilleurs amis d'enfance s'appelaient Mars et Loa, c'était une communauté comme ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr que ça nous fait rire en général. C'est comme ça que les gens voient ça, les communes, ça les fait rire. C'est bien, c'est drôle aussi. Puis je pense que le récit est drôle aussi. Mais c'est aussi un rêve. C'est des gens qui ont incarné un certain rêve, qui ont vécu des illusions dans leur corps, dans leur travail, dans leur communauté pendant un certain temps. Donc, c'est ça mon récit, c'est des êtres qui sont des rêves ou des rêves qui sont des êtres. C'est comme ça que je vois ça. Donc, c'est un récit qui est à la fois mémoire et mythologie, forcément. Et, c'est ça, je vais commencer par le début. Ça s'appelle Titan. Ça commence par les Titans. Légende de ces montagnes où s'étaient imprimés les pas des premiers hommes. De ces cours d'eau où glissaient les canaux d'écorce. Des affûts des chasseurs traquant l'orignal. Des harpons agiles surprenant les saumons. Des corps levés dans les wigwams au plus froid de l'hiver, entre les murs de peau et les branches de sapin. Des bébés enfantés à genoux dans la forêt, puis gavés de graisse d'ours et de phoques. Légende des hiéroglyphes gravés dans l'écorce de bouleau et le cuir frotté. Du ballet nomade des saisons sur la terre et la mer et les rivières, jusqu'à ce qu'arrivent les Européens, et leurs navires, et leurs guerres. Les Micmacs combattraient aux côtés des Français dans la bataille de l'Istigouche, remonteraient avec eux l'affluent de la baie des Chaleurs. Les armes pétaraderaient, le sang coulerait sur le pont des navires, s'épancherait dans les eaux de la rivière aux 5 doigts. Et après plusieurs jours d'une bataille féroce devant la puissance de l'escadre britannique, sous le ciel alourdi par les volées de boulets, les Français saborderaient leur propre flottille. Québec était perdu déjà, et la guerre. Mais pour les Micmacs, la vraie défaite était toujours en marche. C'était l'histoire coloniale et son grand harnachement, ses réserves et sa confiscation du territoire, et le mythe des fricheurs qui flambait dans les esprits comme une poudre. Fable de ces montagnes défrichées par des Gaspésiens et des descendants de déportés acadiens, colons portant des noms invariables et comme éternels, Arsenault, Galland, Pinault, Dufour, Lagacé, l'Italien. Dans cet arrière-pays oublié du monde, dans ce siècle où déferlaient les guerres mondiales et la Grande Dépression, ils avaient pour armes la hache et le passe-partout. Loin de mener bataille contre les arbres, ils luttaient contre l'inhabitable et l'incultivable.
Fable des camps de bûcherons en rondins bâtis au-devant des couples. Fable des grumes tirées hors du bois par des percherons frissonnants. Des ouailles qui se serrent autour d'une petite église en bois. Des abattis essouchés, puis labourés à la force des bœufs. Des tas de branchages qui crépitent et des cheminées qui fument pour faire lever le pain de ce jour et du lendemain. C'était l'âge des Titans, et la valeur de leurs exploits se mesurait à l'âpreté du relief. Entre les plateaux, des ravines abruptes qu'on appelait coulées. Entre Saint-François et Saint-Jean, entre Saint-Jean et l'Ascension, entre l'Ascension et le Pin Rouge, des crevasses grêles qu'il fallait franchir. Les défricheurs ont ouvert sur ces pentes des routes improbables, tantôt zigzags accrochés à flanc de falaise, tantôt lignes droites attaquant la montagne de front. On ne peut qu'imaginer la peine des colons et des chevaux dans ces côtes, par les hivers rigoureux de la Gaspésie du siècle dernier. Les bobsleighs chargés de grumes qu'on y faisait glisser. Comment dans les descentes en retenir la chute? Comment dans les montées en éperonner le trait? Sur les chemins fous des lendemains de tempête, les bêtes enfoncées dans la poudreuse jusqu'au jarret, en sueur sous le collier qui blesse. Comment le courage, comment la bravoure? Pour quelle pitance, pour quelle prière? Pour quel grand horizon, pour quel grand royaume? Sur le plateau de l'ascension de Notre-Seigneur, que tout le monde en ce temps-là appelait la colonie, on empilait les grumes en haut de la Restigouche, à la Sluice à Thomas, et au printemps, on les faisait débouler dans la rivière. La saison de la drave commençait, les hordes de billes descendaient le courant jusqu'au moulin assis de Pointe-à-la-Croix. Titan Richard Adams, de statut légendaire dans la région et au-delà. Grand guide de pêche à la mouche sur la Matapédia. Favori blanc touffu sous son éternel fedora. Il a guidé les pêcheurs sur la rivière pendant plus de 60 ans. Il existe même dans la Matapédia une fosse nommée en son honneur, la fosse à Richard, d'où sont sortis, comme du chapeau du guide lui-même, ce feutre auquel il accrochait, pour les grandes occasions, de belles mouches multicolores, des saumons de 30 et même 40 livres. Né au début du siècle, Richard Adams a connu l'époque de la drave. Il a dansé sur les billes en descendant la Restigouche, une gaffe à la main pour agripper les grumes, s'accrocher au canot, ou sinon une perche d'épinettes noires, une pique-pole bien aiguisée, outil qu'il transportera de la drave à la pêche. Mais dans les fosses à saumon, disait-il, on n'immerge jamais la pointe pour ne pas effrayer les poissons. Richard Adams, dont on prononçait toujours le nom au complet. Jamais seulement Richard, jamais seulement Adams. Richard Adams comme un vocable indivisible, une pierre incassable. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, chez une tante un jour d'été, mais c'était une rencontre marquante. Il semblait si grand, si vertigineux, ce titan long et maigre. Sourire de pattes d'oie, démarche d'échassier, cravate courte et chic surannée. Il m'avait dit « bonjour » dans son bel accent anglais. Une vraie légende vivante, comme on dit, et un grand raconteur d'histoires. Il se rappelait qu'enfant, il avait été amoureux de sa maîtresse d'école, qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, il avait été helper sur un camp passé de Cheney Rock, loin sur les plateaux, qu'il s'était rendu là-bas tout seul à pied à travers la forêt dense parce qu'il n'y avait pas encore de sentier. Et les récits ajoutent qu'il aimait les chevaux comme peu d'hommes les aiment. On raconte l'avoir vu courir dans la neige devant un poulain pour lui battre la trail et qu'il parlait souvent de l'époque des calèches, des bobsleighs et des routes glacées. Il vivait dans un camp sur les rives de la Matapédia, possédait un canot, mais pas d'automobile. Pour se déplacer sur les plateaux, il faisait du pouce. En hiver, trimbalait ses raquettes et sa hache. L'histoire raconte qu'il a guidé le président Carter et d'autres notables à la pêche au saumon. Mais qui pour témoigner de leur passage sur la Matapédia? Qui pour dire quel chapeau portait le président américain sur la rivière gaspésienne et si ses favoris avaient déjà tourné au gris? Qui pour relater les sourires et les paroles, les cadeaux et les blagues, les mouches et les prises, tout ce qui rendrait vivants ces beaux visages en noir et blanc? Ce sont des images, des fantômes. Et Richard Adams est leur nocher, qui leur demande une petite lampée de gin pour ses bons services. À toutes celles qu'il visitait, à tous ceux qu'il guidait, il réclamait toujours sa rasade de fort. Maintenant qu'il est mort, continue-t-il de guider les ombres? Le long de la Matapédia sont de drôles de constructions coniques, dont la vue toujours m'intriguait quand je roulais sur la 132 avec mes parents. Ni fenêtres, ni portes apparentes, c'est là-dedans qu'on brûle l'écorce des moulins assis.
On ne peut qu'imaginer la terrible noirceur, l'intérieur enfumé, les parois carbonisées. On appelle ces cônes l'enfer. Et on imagine Richard Adams, perche à la main, stature maigre et superbe, visage osseux et rieur, remontant dans son canot les flots noirs de la Matapédia pour conduire les ombres aux enfers. De ces histoires de pêche, Richard Adams disait, avec un mélange d'humour et d'orgueil, « That's the kind of story you write on a wall or in the Bible. » Encore un peu de temps, j'ai pas chronométré. On continue un petit peu? Titan Roméo, fils de forgeron et forgeron de métier, maréchal ferrant à Saint-Alexis de Matapédia. Il ferrait les chevaux, fabriquait des bobsleighs et des roues de calèche, en plaquant à chaud les arceaux de fer sur les jambes de bois. Un enfant du temps raconte que Roméo était bon, qu'il l'accueillait toujours dans sa forge avec un sourire. L'enfant s'asseyait dans un coin pour voir s'opérer la magie volcanique. Le forgeron et son marteau gigantesque, effrayant d'ivresse et de grandeur. Le métal rouge extrait des braises, torturé sur l'enclume. Le cheval dans le travail et le clouage des fers. Ce garçon s'appelait Martin. Il était enfant de cœur. Et ses parents n'aimaient pas qu'il traîne dans la forge de Roméo après l'école au lieu de rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Il tentait souvent de mentir, mais quelque chose le trahissait, son fond de culotte sali par les cendres de la forge. Plus tard, l'enfant allait devenir typographe, forgeant les caractères comme Roméo les fers. C'est Martin Dufour. Il est vieux maintenant, et dans son atelier de la rue d'Iberville à Montréal, au milieu des presses et des lettres de plomb, Martin se souvient des premières voitures sans chevaux, se rappelle les snowmobiles glissant sur les tempêtes de neige. Il raconte que Roméo a d'abord travaillé comme forgeron sur les chantiers, réparant les attelages et les outils de bûchage. Il existe des photos du Titan, de sa femme et de leur premier enfant au camp de Brébeuf, une colonie derrière Nouvelle qui deviendra un village, Saint-Jean-de-Brébeuf, qu'on fermera brutalement dans les années 70. Sur les images, on voit aussi le camp en bois rond, le calvaire, des hommes en habits cravate, l'église en planche et un traîneau à chien. C'était avant que Roméo devienne le forgeron en titre de Saint-Alexis et que dans ce village, il construise et bardote sa maison de ses propres mains. C'est là qu'avec son Hélène, ils auront 9 enfants, sous les auspices du curé qui n'en demandait pas moins. Titane Hélène, comme la plupart des femmes du temps. Titane d'avoir tant donné de son corps à la maternité, dans l'alourdissement continu du quotidien et des paupières, jusqu'à ne plus trouver nulle part ni le rire ni le sourire. Ils procréaient, ils enfantaient, mais, croyant peut-être perpétuer la roue des générations, les titans engendraient les dieux qui allaient la vouloir briser, en une grande titanomachie tranquille et pacifique. Roméo, mon grand-père maternel. Je me rappelle qu'il était grand, grand comme un titan. Quelle n'a pas été ma surprise quand on a corrigé mon souvenir? En fait, il était de taille moyenne. Il était même un peu plus petit que le commun des mortels. En tout cas, je me rappelle qu'il portait une casquette plate, une salopette, qu'il dormait devant sa serre. Mais non, ce ne sont que des souvenirs d'images, de photos vues et revues 100 fois dans les albums de famille et les cadres que conservent les tantes. Ce ne sont pas des visions du forgeron en personne. Le seul souvenir certain, c'est un souvenir de mort. Celui de Roméo exposé dans son cercueil au salon funéraire de Saint-Alexis de Matapédia. Il n'y a pas de photo de cette scène et jamais on ne m'en a fait le récit. Je touche le corps du doigt. La peau est si douce et si froide. Une tante se penche sur moi et me dit à voix basse, « Il est parti au ciel. » Merci. C'est par les mots de la poétesse Yolande Villemer que l'amour de la langue et de la poésie se sont imposés dans ma vie. Alors jeune étudiant en cinéma, son recueil de poésie, Les coïncidences terrestres, m'a accompagné pendant plusieurs années alors que je réalisais une libre adaptation de ce magnifique recueil. Depuis près de 20 ans, elle et son compagnon de toujours, Claude Beausoleil, ont passé leurs étés à Val-David. Donc j'inviterai Yolande à venir nous lire quelques textes. Je vais vous lire un recueil assez récent. C'est un texte que j'ai écrit en 2012, que j'ai publié en 2015 à Paris aux éditions Caractère, en même temps que Jackie Billy dans Le blues de la nuit de Claude Beausoleil. Et on a fait une lecture aux éditions Caractère de nos textes. Et je vais dédier cette lecture d'aujourd'hui à la mémoire de Claude Beausoleil. Je vais vous lire aussi des extraits du Carnet rose.
En exergue une citation du philosophe Pierre Lévy. Les anges des vivants s'unissent pour former et reformer perpétuellement l'ange du collectif, le corps mobile et flamboyant du savoir humain. Attends, mais attends, me souffle le guide des égarés. Laisse la nuit violette descendre en toi. Respire, respire son parfum de fleurs fragiles s'ouvrir dans la douceur. L'ange de l'intelligence déploie ses arborescences fractales au-dessus de nous. Et tu l'entends, poète, tu l'entends. Tu sens l'amplitude de sa présence subtile. Écoute le vent de cette nuit violette. Son timbre, la justesse de sa signature vibratoire. Oui, le vent est très, très présent. Écoute, poète, écoute. Ce ressac incessant, c'est celui du temps. Si tu écoutes bien, il y a au fond un froissement, comme une soie qui se déchire. Si tu traverses, et tu traverses, oh oui, poète, tu traverses, tu entres dans l'irréversible de l'espace. Il y a ici 4 murs, 1, 2, 3, 4. C'est petit, très petit même, mais c'est vivant. Ça respire, ça te nourrit, ça te berce, ça te réchauffe. Tu es dans le ventre de la mer du langage, poète, dans le véhicule de lumière. Tu es un voyageur que le langage invente. C'est comme tu dis, poète, c'est comme tu dis. C'est simple au fond. C'est ça, c'est tout simple. Il suffit d'apprendre à entendre. C'est tout. Et voilà que tu entends, tellement que c'en est étourdissant. Quel fracas délicieusement sauvage, quel chaos de neurones. Tout est synapses en feu comme des chevaux ailés galopent dans la nuit violette. Laisse cette nuit violette étoilée, poète, laisse sa géométrie sacrée osciller un moment. Laisse-la se déployer dans l'espace. Tu trembles d'effroi, poète, tu trembles d'effroi. Bien sûr, c'est normal. On tremble tous d'effroi devant la mort. C'est normal. Si tu écoutes un peu ton cœur qui bat, tu sauras que ceci n'est pas la mort. Ceci est la vie. C'est la vie, poète, la vie. L'ange de l'intelligence résonne un peu plus fort et les 4 murs s'écroulent. Tu retrouves enfin l'usage de la parole, poète. Tu coules en flamme au fond des choses. Tu t'élèves en langue de feu dans la nuit violette. Va là où l'esprit te pousse à aller, murmure le guide des égarés. Va là où l'esprit te pousse à aller. Tu vois cette rose couverte de rosée, tu vois comme il s'ouvre à l'infini, poète, tu vois. Cueille-la. C'est la rose des temps. Son parfum t'enivrera et tu sentiras passer à travers ton cœur explosé de joie les chevaux aux yeux phosphorescents de la nuit violette. Tu marcheras dans l'air, poète, ta crinière incendiera les ciels. Tu franchiras le mur du son. C'est très bien synchronisé ici, hein? Oui, l'éclairagiste fait bien les choses. Merci, Michel. Alors, quelques extraits du carnet rose que j'ai écrit à la suggestion de la psychologue des soins palliatifs qui prenait soin de Claude à la fin par Zoom. Et j'étais là pour participer aux rencontres. Et elle a continué avec moi jusqu'à maintenant. Et elle m'a suggéré, pour traverser le deuil, d'écrire quelques poèmes en mémoire de Claude. Et ce que j'ai fait. Et j'ai commencé le 30 novembre, au moment où la lumière s'obscurcissait et je savais que j'étais pour traverser l'hiver. Et je me suis arrêtée à la fin du carnet. C'est un très beau carnet en papier japonais que j'ai acheté à Beaubourg il y a longtemps. Mais je ne l'avais jamais utilisé, je le trouvais trop beau. Mais là, c'était l'occasion.
Et j'ai mis dessus une lithographie de Kitty Bruno, qui est une des premières lithographies que j'ai offert, je pense, quand il y avait le jour de ses 21 ans, quelque chose comme ça. On se connaissait depuis l'âge de 18 ans. J'ai perdu le premier. Allez, allez. Désolée. Ce morceau de toi. Les yeux du marchand de fruits se remplissent de larmes quand je lui apprends ta mort. Sa peine réveille la mienne, et ce morceau de toi me ramène à toi. Rieur, blagueur, toujours plein de cœur, sensible à la réalité humaine. 30 novembre 2020. Étrange et doux. Les portes blindées de la mort se sont refermées sur toi. Je n'arrive pas encore à y croire. C'est un mystère trop grand pour moi. Tu es descendu au grand hôtel des étrangers. Je n'entends plus que l'écho de ta voix dans la chambre noire de ma mémoire. En rêve, tu m'as embrassé sur l'épaule. C'était étrange et doux. Archéologie. Celle-là, c'était 7 décembre 2020. Archéologie ou ce qu'on a vécu. L'image m'est apparue au moment de m'endormir. Tout ce qu'on a vécu. C'est comme une de ces sculptures si belles d'Anne et Patrick Poirier. Un vaisseau de bois brûlé, sombré dans le temps. Un vestige de nos vertiges. Archéologie de nos âmes sœurs. Gaston. La neige tombe comme du sucre en poudre sur le gris-gris paysage. C'est l'anniversaire de la mort de Gaston. Tu étais un des porteurs du cercueil et tu pleurais à chaudes larmes dans l'église de Sainte-Agathe-des-Monts. J'espère qu'il joue de la musique à bouche au ciel et qu'il t'appelle mon gars en te donnant une grande claque dans le dos, comme il faisait tout le temps. 14 décembre 2020. À l'abri. Un esprit bon et léger avant. Noël de pluie et de silence. Je relis un livre, lu il y a des années, où je retrouve cette citation de Goethe. Car le bonheur, le plus grand dans la vie et le plus riche acquis, c'est un esprit bon et léger. Tu avais l'esprit bon et léger. 25 décembre 2020. À l'abri. À minuit, quand j'ai ouvert la porte du balcon dans ma jambe pour laisser entrer la nouvelle année, je ne savais pas ce qu'elle m'apportait. Alors que la nuit est tombée, sur ce premier jour de l'an, j'ai allumé des lampions à la cire d'abeille devant ton portrait et je me sens à l'abri dans mon cocon. 1er janvier 2021. On ignorait la peur. Je relis la chanson du quotidien dans ton recueil Le chant du voyageur, paru en 1998. Tu cites la chanson « Ma vie, je l'ai vécue comme j'ai voulu, elle est finie, n'en parlons plus ». Je me rappelle que tu écrivais ce livre, qu'en écrivant ce livre, tu chantonnais tout le temps. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. 5 janvier 2021. Épiphanie, c'est le jour des rois. On célébrait toujours cette fête au goût d'enfance. Il faisait grand soleil aujourd'hui, les oiseaux chantaient. J'ai marché dans ce jour de printemps-l'hiver, cheveux au vent. Le soleil était chaud. J'ai compris que j'allais passer à travers. Va savoir. Le mot cercueil à la radio fait remonter un flot d'images. Les messieurs des pompes funèbres t'enveloppent comme une momie dans la doudou blanche, déposent sur ton cœur la couverte douce pliée en 4 que tu appelais ton petit mouton. Va savoir pourquoi. 11 janvier 2021. Laissez tout ça. Entrer dans ton bureau pour aller chercher l'anthologie de poésie mexicaine que tu as publiée au Seuil
et ton récit librement dit sur tes nombreux séjours à Paris, et te revoir quelques semaines avant ta mort, en train de contempler tes bibliothèques, te tourner vers moi et me dire « Je vais laisser tout ça ». 16 janvier 2021. Jackie Billy dans le blues de la nuit. Je lis ton poème Jackie Billy dans le blues de la nuit pour une émission sur ta poésie. Je t'ai entendu le lire si souvent que le rythme vient naturellement. Je te revois debout sur la scène du Théâtre des Charmes en Normandie, dans la petite salle des éditions Caractère à Paris, à Saint-Venant-de-Paquette pendant une nuit de la poésie. Tu répètes et tu dis. Février. C'est le premier jour de février. L'an dernier, on venait d'arriver à Cuba. J'avais mal au dos. Mais dans l'eau de mer, ça s'apaisait. On passait des heures à se baigner. La nuit, je te massais le bas du dos avec du gel de sel d'Epsom et tu te rendormais. C'était juste un mal de dos. C'est ce qu'on croyait. La dernière page. Nous voici à la dernière page du carnet rose. Je vais m'arrêter ici, revenir à l'écriture du roman que j'ai abandonné au début de ta maladie. Mon deuil est loin d'être fini. Je vais encore allumer des lampions devant ton portrait funèbre, vivre ma mélancolie, sourire quand je pense à toi. Gilles Matte. Gilles Matte, c'est mon refuge laurentien, mon point d'ancrage avec Val-David, ses artistes, ses paysages, sa poésie. Gilles, c'est avant tout un passionné des mots et de leur mise en scène. Ses performances poétiques sont toujours surprenantes et ingénieuses. Il anime les mots de toutes les façons. Il est le fondateur et l'animateur du Centre laurentien d'interprétation de la poésie. Il vient tout juste de terminer l'édition d'un, on pourrait appeler ça un zine, genre, donc un genre de nouvelle revue de poésie, Rebelle analogique, donc du titre d'un poème de Claude Beausoleil. Donc Gilles, à toi. La liste de Michel était très longue au niveau des mots. Mais il en manquait un. Le vent. Ben oui, il en manquait un. Entre peau de rivage et lumière neuve, entre aube et berge. Une auberge sera toujours un lieu d'effleurement. Par pur hasard, bien sûr, hier, je suis tombé sur ce livre où il y a une citation de Gaston Bachelard, extraite de la poétique de l'espace. Il parle de la maison. J'ai envie de le transformer avec l'auberge. Il nous faut montrer que l'auberge est une des plus grandes puissances d'intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme. Dans cette intégration, le principe liant, c'est la rêverie. Le passé, le présent et l'avenir donnent à l'auberge des dynamismes différents qui souvent interfèrent, parfois s'opposant, parfois s'excitant l'un l'autre. L'auberge, dans la vie de l'homme, amorce des contingences. Elle multiplie ses conseils de retour à la soif. Sans elle,
l'homme serait un être stationnaire. Elle maintient l'homme dans les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme. J'ai souvent écrit nous. Je songeais à forger des passe-partout, à épeler le mot appel. Le vent sur la peau fait glisser la lumière. Ce sera toujours décousu, reprise sur reprise. Notre accès est limité. Ça se passe en courte pointe. Ça nous abreuve par la bouche musicale des femmes. J'aime encore écrire nous. Parce que c'est toujours le même bar, les mêmes visages, redestinés. Les mêmes cuisses nues où s'abreuve le soleil, la lumière depuis l'hormonothérapie de mes 14 ans. J'écris toujours nous. Nous, ça se déplie. Revenons au sujet. Une petite auberge. Il y a dans ce mot d'aube et de berge une histoire lente. Je sais que tu as dansé, je sais que tu as ri, je sais que tu as dormi sans dormir, plié dans les genoux du rêve. Tu m'as raconté la naissance des vagues et des plis invisibles sur ta peau. L'infiniment étroit et l'infiniment large. Et je te soufflais des mots sans pelure pour l'amidon des images. Nous nous penchions sous les rotules d'usage sur le mot épouser. L'infiniment large et l'infiniment étroit. Une petite auberge dans les veines. Le vin avait un goût de poivron. La table de bois était d'épices et de cendres. Le courage qu'il avait fallu pour réunir tout cela sous un même toit. Le courage des fenêtres et celui aussi sans doute de l'armoire au miroir. Quelqu'un avait gravé sur la nappe le mot au bol. Plus tard, tu m'as expliqué qu'une nuit, les coulis de lune sur la nappe avaient inspiré à un amant de tatouer ce mot sur ta peau. La table avait servi de lit. Tu te souvenais des saveurs de ta tête dans ses mains chaque fois que tes yeux effleuraient sur la nappe le mot au bol. Tu te demandais aussi parfois qui était qui sur la double paroi de ce mot. Tu souriais.
Tu emplissais mon verre à fleur de peau. Je souriais. Tu m'avais, sans le savoir, ouvert l'histoire de tous les amants du monde. Et la question. Et la question. Tu dis que ce lit même où nous nous aimons n'est qu'une actualité. Une auberge construite sur une auberge, une auberge construite sur une auberge, construite sur une auberge, une actualité. Une auberge construite sur une auberge. Je dis, ce lit où nous nous aimons sera pourtant toujours à fleur de peau. À effleurement de mots, d'aube et feulement de berge. Tu dis qu'il faut coudre la nuit dans le plantain des draps. Et moi, j'essaie de garder ouvertes les mailles. Et toi, tu ris. Tu mets tes yeux dans de mots yeux. Je ris. Je construis mon rire sur la berge de ton rire. Une définition de nous parmi les autres aubes. Dans les auberges, d'habitude, il y a de la musique, ça fait bien des transitions, mais on n'en a pas, on va faire avec. Oh bon. Ah oui? OK. La nuit. La nuit. Merci. La nuit, sa tranche d'herbe. La maison graffiti. Le silence, rivière meuble. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le poids du vent est ailleurs. Sur la lumière, sur la corolle des ailes, sur la fébrilité, sa demeure. Le poids du vent sur les sens uniques des portes étroites. Sur la tempérance des boussoles, sur l'insoutenable ligne droite improbable. Le poids du vent habite le vin et toutes les caresses. La nuit sur ces tranches d'aube, le poids du vent est sur les ponts suspendus. De la nuit, funambule, la nuit en suspension des certitudes. Je décline l'invitation feng shui. Je décline l'invitation des architectes. Je décline l'offre d'achat du repos. Je repose la question de naître. Et les yeux et tout l'espace entre les yeux. Le silence, rivière meuble. Et le vent, quel que soit son nom, ton nom, le nôtre, je repose la question de naître. Et le reste, mot d'agence de recouvrement. Le reste, mot de célibat de verre vide. Et aube à point fermé. La nuit, qu'habite la nuit? Quand l'absence de circuler s'émerveille encore des mêmes merveilles, promises, améliorées,
est-ce tout? Sont-ce tout l'essence unique des portes closes? Le cercueil à l'abri du vent lent soutenu, du vent, la bourre, cerfeuil, dans l'enjeu des narines. Ah, le vent, le vent. Ces indociles balais de cils. Nous vivons sur cet instant de pèlerinage, indécis. Et voilà, la voix. Voilà la voix rocaille au tympan du désert, dont nous éprouvons la mer des symptômes et l'ivresse de n'être ivre que de l'ivresse, qui habite la nuit, nos balises lisses, qui dansent la nuit, sans rien savoir des cils indociles de cette musique qui danse sur la corolle meuble des légendes, des armoires, des architectures, des idées reçues, des impressions de rumeurs fondamentales, des vertèbres de croyances, balais de cils indociles. Sans rien savoir. Que la caresse sur leur tranche d'aube et le sourire feng shui du plus méticuleux hasard. Mais est-ce tout? La rumeur est-elle si vide, si avide, que le poème s'y repose et repose chaque jour la neuve question de naître? À petits cris de paille d'oiseau. Où s'effleurent l'effluve des fleurs et les feuillages des fleuves, sans donner l'heure de la boussole, sans nommer les compas du rendez-vous, sans nommer la patience infinie, patience des alibis, des absences, des moments de longitude, l'infinie patience des parallèles, où la seule usure est celle de l'œil et du désir. Qui nourrit donc ce miroir? Que nourrit donc ce miroir où s'abreuvent les électrochocs de la lumière? Un petit cri de paille d'oiseau, de piano solitaire, de pivoines empaillées, de glace friable, moment de dégel où se cassent les doigts de l'aube et du pianiste inutile dans la démographie des notes en couchsurfing. Un petit cri rapide de lente éternité où rouille la question de naître. Où rouillent les vers solitaires, les nuits d'algorithmes, où rouille l'aube à point fermé. Mais ce n'est jamais tout, ce sommeil. Ce n'est jamais la lumière, ce poisson lisse et sans vague. Nous connaissons aussi les lèvres du feu, ce menuisier de vitrail, sur la peau tremblante des amantes. Ce n'est jamais tout. Il y a le poids du vent sur les ailes de la caresse, du vent sur le frima des ailes. Ce n'est jamais tout parce que tout bonnement nous sommes inutiles, insolvables, oxydables. Ce n'est jamais que naître, ce moment ému, inutile, insolvable. Ce manque de vocabulaire pour les datas d'un baiser. Le mot éclat dans tous ses éclats, ce n'est jamais que naître, ce silence, ce vacarme dans les veines qu'on appelle désir, cet ACV dans les algorithmes, l'éternité, où s'absente l'éternité qui se repose et repose la question de naître en déclinant.